vidéo un peu différente de d'habitude cette fois-ci. C'est une vidéo qu'il fallait que je tourne depuis un moment. On m'avait demandé, je sais plus si on m'avait demandé ou si j'avais dit que je le ferais parce que j'avais observé que c'était un concept qui était pas tout le temps très bien compris par la plupart. Et c'est vrai que c'est quand même super important de comprendre le fonctionnement d'un carnet. Parce qu'en fait, on l'utilise absolument tout le temps. C'est-à-dire que quand on prend des positions, on passe par le carnet. Mais si on comprend pas son fonctionnement, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui font partie du marché qu'on risque de mal comprendre ou mal interpréter. Et donc si on comprend pas initialement comment fonctionne le carnet d'ordre, on peut pas comprendre, je vais pas dire pourquoi, mais comment le prix se forme. Donc là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous aider à comprendre le fonctionnement d'un carnet, quelle est son importance, expliquer comment, pas pourquoi, hein, mais comment le prix se forme et pourquoi un fonctionnement d'un carnet est essentiel. Ça, c'est le nom de la première partie. Voilà, je veux vous préciser quand même que le but de cette vidéo, c'est pas de vous apprendre à trader au carnet. C'est vraiment de remontrer. Alors, je pense que pas une vidéo qui sera utile à tout le monde, mais c'est vraiment de montrer les bases, de montrer comment les ordres se placent, qu'est-ce que la liquidité, etc. Vraiment comment comprendre l'essentiel et ce qui est primordial au niveau de la formation des prix. Je lis beaucoup de trucs qui sont assez erronés. Du coup, voilà, je voulais reposer les bases. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de la compréhension du carnet, on va pouvoir développer sur la compréhension de tout ce qui va toucher à l'order flow et de tout ce qui va toucher aux indicateurs techniques, etc. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre le mécanisme de formation des prix au sein du carnet d'ordre, vous pourrez mieux appréhender tout le reste en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher à l'order flow, enfin je me répète un peu, mais tout ce qui va toucher à l'order flow ou aux indicateurs techniques, ou même au niveau de la psychologie des intervenants sur le marché, ça va peut-être vous aider à éclaircir tout ça. La partie 1, c'est pourquoi le carnet d'ordre est essentiel. Un carnet d'ordre, ça va nous donner une image instantanée en temps réel du rapport de ce qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que le marché, c'est toujours pareil, c'est que on va avoir un marché qui va être soit équilibré, on va avoir un marché qui peut être déséquilibré. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir instantanément dans le carnet d'ordre. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est que le carnet, c'est l'encre qui va écrire sur le graphique. Voilà, comprendre comment le prix se retranscrit sur un graphique, ça se fait à partir du carnet. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans le carnet va être retranscrit sur votre graphique. Et une bougie, par exemple, un chandelier japonais, il va se développer en fonction de ce qui se passe dans le carnet, et ça se fait en temps réel. Tout est dépendant des informations que vous allez voir et qui vont transiter par le carnet d'ordre. Le carnet, c'est aussi un outil qui va vous permettre de savoir si un actif est liquide ou s'il ne l'est pas. Un point aussi très important à comprendre, ça c'est un truc que je répète souvent, c'est que sur un graphique, quand on a une bougie en 1 heure, une bougie en 1 heure, c'est 60 bougies en 1 minute. Une bougie 1 minute, ça va être 60 bougies 1 seconde, etc., etc. On peut diviser ça à chaque fois, c'est-à-dire que si on prend une bougie en 4 heures, une bougie en 4 heures, c'est 4 bougies 1 heure. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit appréhender ou comprendre le fait que tout macro-événement, c'est un cumul de micro-événements. C'est-à-dire que ce qui se passe en 1 heure, ça va être un cumul de toutes les actions qui se sont déroulées au sein du carnet d'ordre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un point d'histoire pour expliquer un peu comment ça fonctionnait avant l'utilisation des systèmes de trading électronique. Parce qu'en fait, c'était réalisé de manière assez différente quand même. Donc il faut remonter au début du XVIIe siècle, et à ce moment-là, le trading, il était fait surtout à la criée, c'est-à-dire que les échanges, ils étaient faits de manière physique sur ce qu'on appelle un parquet. Et cette méthode de trading, elle a été perpétuée jusqu'aux années 2010, jusqu'à, je crois, 2020. C'est avec la pandémie de Covid, il me semble que les dernières salles de marché au New York Stock Exchange ont fermé. Là, on voit sur la photo, on voit qu'on a je crois que c'est le parquet du CME ici. On avait les traders qui se rencontraient sur cette salle, sur cette gigantesque pièce. On avait plusieurs parquets avec plusieurs instruments qui s'échangeaient par parquet. Pour pouvoir acheter ou vendre en tant que client, ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait prendre son téléphone, appeler son broker. Le broker était en relation avec le trader et donc communiquer les ordres d'achat ou de vente au trader qui cherchait, lui, de son côté, une contrepartie. Comme c'était un environnement qui était assez bruyant, les traders, ils ont été obligés à un moment donné de mettre en place un langage des signes pour pouvoir communiquer leur intention d'achat ou de vente et pour pouvoir se faire comprendre. On a plusieurs exemples de signes, par exemple le fait d'avoir les mains levées, paumes vers l'intérieur, ça voulait dire qu'on était acheteur, ou avoir les mains levées, paumes vers l'extérieur, ça voulait dire qu'on était vendeur. Il y avait pas mal de signes avec les doigts pour indiquer les quantités qu'on voulait acheter ou vendre, etc. etc. Le problème du trading à la criée, c'est que ça amène aussi à une possible erreur de communication.
On sait qu'au plus il y a d'intermédiaires, au plus les communications peuvent être compliquées et au plus on peut faire d'erreurs. Le fait d'avoir autant d'intermédiaires, ça amène aussi à une lenteur au niveau des exécutions. C'est-à-dire que on a plusieurs personnes qui doivent communiquer entre elles afin que le processus d'échange se fasse. Et du coup, on a des transactions qui sont très lentes et qui peuvent prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Troisième inconvénient, c'est le manque de transparence. Alors, le manque de transparence, il vient de l'impossibilité justement de suivre toutes les transactions. C'est-à-dire qu'on est dans une salle avec plein de traders qui peuvent s'échanger différents actifs. On pouvait avoir une personne qui achète à un prix à un instant T et une autre personne qui vend ou qui achète à un prix différent à un instant T. C'est-à-dire que c'était pas exactement comme actuellement, on n'avait pas vraiment le même prix du marché pour tout le monde. Les transactions, elles n'étaient pas en fait autant centralisées que maintenant. La formation des prix, elle pouvait être assez disparate. C'est-à-dire que là, actuellement, sur un système de cotation électronique, on a tous les ordres qui convergent au même endroit, et là, c'était pas exactement le cas. En plus de ça, la capacité des salles était limitée, donc ça limitait le nombre de participants potentiels. Et puis, le trading il se faisait uniquement pendant les heures d'ouverture. Les inconvénients, ils ont été solutionnés par l'évolution informatique, en fait. C'est-à-dire que le développement des systèmes informatiques a permis de créer une solution qui résout tous ces problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une exécution qui est aussi lente qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait, pour avoir une transaction, ça pouvait mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Aujourd'hui, une transaction, elle se règle en quelques microsecondes. Et ça a justement aussi permis d'avoir plus de transparence. C'est-à-dire que le fait que tout soit centralisé et tout soit électronique, tout soit informatique, ça permet de mieux contrôler les transactions et de fait, ça permet une réglementation qui est beaucoup plus facile. Cette centralisation et cette informatisation des échanges, ça permet aussi justement une automatisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 80% des transactions sur les marchés qui sont effectuées par des robots. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de transactions qui sont faites de manière automatique que par un humain directement. Ça a amené à une formation des prix qui était plus cohérente, ce qui est vrai, mais par contre, ça a mené pas mal de problèmes dus à tout ce qui est trading haute fréquence. C'est-à-dire que le développement de l'informatique a permis de nouvelles stratégies de trading qui n'étaient absolument pas possibles avant. On ne le verra pas dans ce cours, mais ces stratégies de trading, par exemple haute fréquence, ont été la cause de certains problèmes sur les marchés financiers. Mais globalement, on peut dire qu'on est sur une transition vers des marchés plus efficaces et surtout vers des marchés qui sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que moi, en tant que trader, en tant qu'investisseur, je ne pense pas que j'aurais eu une activité de trader en allant physiquement sur un parquet d'échange. Alors maintenant, on va pouvoir déterminer un peu mieux ce qu'est un carnet d'ordre. Le carnet, ça va être un registre qui va permettre à tout le monde de répertorier les ordres d'achat et de vente en attente d'exécution et en temps réel sur un actif financier. Il va nous permettre d'avoir une visualisation à la fois de l'offre et de la demande, toutes les deux en attente, et il va être présent sur tout type de marché organisé. Ça veut dire que l'on veuille échanger sur ce qu'on appelle le marché au comptant, le marché spot, ou sur des produits dérivés par exemple, que ce soit des futurs, des options ou même sur les indices, on aura à chaque fois un carnet d'ordre à disposition. Le carnet va nous permettre principalement deux choses. La première chose, c'est qu'il va nous permettre d'évaluer si un actif est liquide ou s'il ne l'est pas. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'ordres en attente, on aura un actif qui est liquide, et si on a peu d'ordres en attente, on aura un actif qui n'est pas liquide. On peut aussi avoir un des deux côtés du carnet qui est plus liquide que l'autre. Au plus un actif sera liquide, et au plus il sera facile de l'acheter ou de le vendre sans impacter son prix de manière significative. On peut prendre l'exemple qui est sur ce slide. On peut voir qu'on a plus de liquidité ici en attente, en vente, qu'ici en achat. Donc on a un côté du carnet sur certains niveaux de prix qui est beaucoup plus liquide que l'autre. La seconde chose, et c'est probablement la plus importante, c'est que c'est à partir du carnet qu'on va pouvoir passer nos ordres d'achat et ou importants de vente, parce qu'on peut être acheteur et vendeur en même temps. Et donc on va pouvoir adapter nos stratégies de trading à partir du carnet. Nous, en tant qu'opérateur de marché, on va pouvoir avoir le choix entre plusieurs stratégies. On va pouvoir être fournisseur de liquidité, donc poser des ordres en attente. On va pouvoir être aussi preneur de liquidité en étant beaucoup plus agressif en achetant au prix du marché. Donc dans les parties suivantes, on va pouvoir apprendre quelles sont les différentes composantes d'un carnet et expliquer un peu plus comment le prix se forme en fonction de l'activité dans le carnet d'ordre. Les principales informations qu'on va trouver dans le carnet seront en général représentées par deux colonnes. Sur la plupart des échanges, on va avoir le modèle de Binance comme sur ce slide, avec la colonne du bas ou la partie du bas en vert ici qui nous montrera les ordres d'achat en attente d'exécution sous le prix du marché.
Et la colonne du haut en rouge nous montrera les ordres de vente en attente d'exécution au-dessus du prix du marché. Cette partie-là en vert, on l'appelle le bid, et cette partie-là en rouge, on l'appelle l'ask. Les types d'ordres qu'on va placer dans le carnet, ils seront appelés ordres à court limité ou ordres limites. En général, on les appelle les ordres limites. Et ce sont eux qui vont déterminer la quantité de liquidité qui sera disponible et qui sera donc exécutable sur un actif. Maintenant, les informations de base présentes dans les colonnes du kernel vont être au nombre de 3. On va avoir en premier l'échelle des prix sur les deux parties avec au milieu le prix du marché. Donc ici 28 698,44, c'est le prix du marché. Et concernant ce prix, il faut comprendre qu'il sera déterminé soit par le dernier prix exécuté au bid ici, soit par le dernier prix exécuté à l'ask ici. Dans notre cas, on peut voir que le dernier prix du marché, enfin que le prochain prix du marché, ça sera soit 28 698,45, soit 28 698,44. La seconde information, celle du milieu, elle représente la liquidité en attente d'exécution sur chaque niveau de prix. On peut voir que là, on a une valeur en BTC qui est disponible sur chaque niveau de prix. La valeur que l'on peut lire, c'est la somme de tous les ordres en attente sur ce niveau de prix précisément. Et donc cette donnée, selon la paire qu'on regarde, elle sera donnée en l'actif qu'on trade. C'est-à-dire que là, par exemple, on trade BTC contre USDT, donc cette valeur, elle est donnée en BTC. La troisième information, elle est similaire à la seconde, elle est ici, c'est exactement la même chose, mais c'est dans la paire dans laquelle on échange. C'est-à-dire que là, c'est la même valeur, mais donnée en USDT. C'est-à-dire que le calcul de cette valeur, c'est le montant en BTC présent sur ce niveau de prix multiplié par le niveau de prix. Sur cette slide, je vous ai mis d'autres exemples de carnets d'ordre. À gauche, on va avoir celui de MXC qui va être sur le même modèle que Binance. Au milieu, on va avoir celui de ExoChart et à droite, on a celui de Bookmap. On peut voir que sur ces deux derniers carnets, les colonnes bid et ask, elles sont pas en haut et en bas, mais elles sont à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, on va avoir le bid et à droite, on va avoir l'ask. La lecture de ce type de carnet, il va se faire en diagonale. Sur ce type de carnet, on va avoir des données supplémentaires. Sur ExoChart, par exemple, on a tout à gauche une colonne de volume profile. Et donc cette colonne, elle va faire une somme de toutes les quantités échangées sur chaque niveau de prix, que ce soit au bid ou à l'ask. Les colonnes sell ici et buy ici, c'est ce qu'on appelle un inside print. C'est des colonnes qui vont nous montrer la liquidité qui a été consommée à chaque niveau de prix. À chaque fois qu'un ordre au marché vient prendre la liquidité d'un ordre à court limité, la valeur est ajoutée à l'inside print ainsi qu'au volume profile. Les datas de l'inside print vont être remises à 0 de manière périodique. Pour le carnet de Bookmap, il est complètement customisable, ça veut dire qu'on peut interchanger les colonnes, on peut en rajouter. Sur cette capture d'écran, on peut voir qu'on a les mêmes informations de base. On peut voir qu'on a une colonne COB pour Current Order Book. C'est une colonne qui va nous montrer un cumul de la liquidité disponible au bid et à l'ask en sommant la liquidité sur chaque niveau de prix. Ici, on peut voir qu'on a une équivalence de liquidité, que ce soit à l'ask ou au bid. On a 77 d'un côté et 73 de l'autre. On va aussi avoir une colonne code delta, ici, la petite colonne plus-moins, qui nous indique en temps réel la quantité de liquidité qui va être ajoutée ou retirée sur chaque niveau de prix. Donc là, si on regarde, on peut voir qu'on a moins 2,95 BTC qui ont été retirés ici. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été consommés, mais ça peut dire que c'est des ordres qui ont été annulés, justement. Maintenant, on va expliquer un peu le fonctionnement des différents types d'ordres. Il y a deux types d'ordres principaux, c'est les ordres à court limité dont on a pu parler un peu plus tôt et les ordres au marché. Les ordres à court limité, on va les appeler les ordres limites. Ils vont apporter de la liquidité au carnet. Quand on utilise un ordre limite, on dit qu'on est market maker. On dit qu'on est market maker, on n'est pas market maker de façon professionnelle évidemment, mais le simple fait d'utiliser des ordres limites, ça fait de vous en quelque sorte un market maker. Parce que les market makers utilisent principalement des ordres limites et qu'on est apporteur de liquidité sur le marché. Quand on va utiliser ce type d'ordre, on va vouloir acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à l'avance. On placera l'ordre en dessous du prix du marché dans le cas d'un achat et au-dessus du prix du marché dans le cas d'une vente. Je vous ai noté 3 points importants à retenir. C'est qu'un ordre limite qui est placé, il peut être annulé et s'il est annulé, il va être retiré du carnet. Et vous allez me dire, pourquoi retirer son ordre? Pourquoi annuler son ordre? Vous pouvez annuler votre ordre tout simplement parce que vous avez changé d'avis, vous avez décidé de retirer votre ordre. Mais on peut aussi avoir des stratégies, et souvent il y a des stratégies algorithmiques qui vont être basées sur le fait d'ajouter et de retirer de la liquidité du carnet, et donc de placer et d'annuler des ordres limites avant qu'ils soient exécutés. Le second point important à retenir, c'est qu'un ordre limite, il ne permet pas d'acheter au-dessus du prix du marché ou de vendre en dessous du prix du marché. Si vous essayez de placer un ordre limite en achat au-dessus du prix du marché ou un ordre limite de vente en dessous du prix du marché, votre ordre il sera exécuté directement au meilleur prix disponible. Il faut savoir que votre ordre il peut aussi être exécuté de façon partielle selon la liquidité qui est disponible dans le carnet à ce moment-là. Le dernier point, c'est que quand on place un ordre limite à un prix prédéterminé, il est possible qu'il y ait déjà des ordres placés sur ce niveau de prix
et votre ordre il sera placé derrière les autres ordres placés en amont. D'ailleurs, c'est comme une file d'attente et vous vous retrouvez en fin de file d'attente. Pour ce qui est des paramètres des ordres limites, vous allez avoir en premier le choix évidemment d'acheter ou de vendre, la quantité que vous voulez acheter ou vendre et le prix auquel vous voulez placer votre ordre. Vous avez toutes les informations sur le slide. Les seconds types d'ordres, ça va être les ordres au marché. Ils vont être beaucoup plus simples à comprendre. On a vu dans la partie précédente que le prix du marché, c'était soit le meilleur prix disponible au bid, soit le meilleur prix disponible à l'ask. Quand on va utiliser un ordre au marché, notre ordre il sera exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Ça veut dire qu'en fait, on va venir consommer la liquidité présente au meilleur prix de vente ou au meilleur prix d'achat en attendant dans le carnet d'ordre. Les ordres au marché sont donc les ordres limites comme contrepartie. Quand on utilise un ordre au marché, on consomme de la liquidité et on va dire qu'on agit en tant que market taker. Il y a un point important à comprendre, c'est que quand on décide d'utiliser un ordre au marché, on accepte d'exécuter notre ordre au meilleur prix disponible en fonction de la liquidité disponible dans le carnet. C'est-à-dire que notre prix d'exécution final, il va être dépendant de la quantité de liquidité disponible dans le carnet vis-à-vis de la taille de notre ordre. Ça, c'est très important à comprendre. Si je reviens sur le slide précédent, on va revenir ici, on peut voir que à l'ASK, j'ai 5,28 BTC, j'ai à peu près 5,28 BTC en vente limite en attente d'être exécuté. Donc si je décide d'acheter au marché, je pourrais acheter jusqu'à cette quantité sans avoir une différence de prix. C'est-à-dire que je pourrais acheter jusqu'à 5,28 BTC au prix de 28 698,45. Par contre, on peut voir que si je décide de vendre au marché, le meilleur prix disponible, il est de 28 698,44. Là, on aura uniquement à peu près 1,25 BTC disponible. Donc admettons que je décide de vendre pour 2 BTC au marché, je vais avoir 1,25 BTC exécuté à 28 698,44, puis 0,00120 à 28 698,43, et ainsi de suite jusqu'à ce que 2 BTC de liquidité soient consommés ici. Mon prix d'exécution, ça sera donc un prix moyen déterminé par la quantité de liquidité que j'aurai exécuté sur chaque niveau de prix. Pour les paramètres d'un ordre marché, on va avoir le choix de si on veut acheter ou vendre, comme pour un ordre limite, ainsi que la quantité qu'on veut acheter ou vendre. Maintenant, je pense que vous devez comprendre que la formation des prix, elle se fait à partir des interactions entre les ordres au marché et les ordres à court limité. Et les deux sont des contreparties respectives. On va aborder maintenant les ordres stop qu'on appelle aussi ordres conditionnels. Alors les ordres stop, ce sont simplement des ordres au marché ou à court limité sur lesquels on va rajouter des conditions de déclenchement. On va avoir les stop market et les stop limit. L'ordre stop limit va être un ordre sur lequel on rajoute une condition de prix déclencheur à partir duquel l'ordre limite pourra être placé dans le carnet d'ordre. On va avoir trois paramètres. Le prix stop ou déclencheur ici. En anglais, ça va être trigger. Une fois ce prix atteint, on demande à la plateforme que notre ordre limite soit placé à un prix prédéterminé dans le carnet d'ordre. Ensuite, on va avoir le prix limite. Ça va être ici. Et ça va être le prix auquel on veut que notre ordre soit placé. Ça va être exactement comme dans le simple cas du placement d'un ordre à court limité. C'est-à-dire que ça, c'est le prix déclencheur et ça, c'est le prix auquel on veut que notre ordre soit placé. Et ensuite, on va avoir comme troisième paramètre la quantité. Pour l'ordre stop market, c'est pratiquement la même chose. C'est un ordre au marché sur lequel on rajoute une condition de prix déclencheur. On va avoir deux paramètres, le prix stop ou le prix déclencheur. Ça va être le niveau de prix qui, une fois atteint, transforme notre ordre stop market en ordre au marché. Et ensuite, on va avoir la quantité. Donc quantité de notre ordre, comme pour le stop limit. Dans les deux cas de figure, il faut comprendre qu'une fois que la condition de déclenchement est remplie, l'ordre se transforme en simple ordre limite ou ordre au marché. L'utilisation de ce type d'ordre, il va avoir plusieurs intérêts. Le premier, ça va être que vous allez pouvoir faire de la gestion du risque avec l'utilisation d'un stop loss. Par exemple, quand vous allez vouloir couper une perte sur une position longue, vous allez en général chercher à vendre votre position à condition qu'elle atteigne un certain niveau de prix sous votre niveau d'entrée, et en tout cas sous le prix à l'instant T. Eh bien, les ordres conditionnels, ils vont vous permettre de paramétrer ça en avance. Précédemment, on a pu voir que les ordres limites, ils ne nous permettaient pas de mettre un ordre d'achat au-dessus du prix du marché et un ordre de vente en dessous du prix du marché. Les ordres conditionnels, ils vont vous permettre de faire ça, comme dans le cas d'un stop loss qu'on vient de voir, si cela est requis dans votre stratégie. Si vous voulez acheter sur des niveaux de cassure, vous allez avoir l'utilité de ce genre d'ordre pour pouvoir faire un achat ou une vente sur la cassure d'un niveau. Concernant les ordres conditionnels, il est important de comprendre trois choses. La première, c'est que les ordres stop sont simplement des ordres market ou limite sur lesquels on rajoute des conditions de déclenchement, comme je l'ai dit précédemment. La deuxième, c'est qu'ils ne sont pas présents dans le carnet, sauf dans le cas du stop limit, si et seulement si c'est une volonté que votre prix de déclenchement place votre ordre en attente dans le carnet. Et la troisième chose, c'est que quand vous utilisez un ordre stop pour couper une perte, donc comme stop loss, vous voulez avoir la garantie que votre perte soit coupée totalement. L'utilisation d'un stop market, c'est donc préférable à celle d'un stop limit pour ce cas de figure, sauf si vous voulez prendre le risque de ne pas voir votre stop loss complètement déclenché. Un stop loss, donc, dans la quasi-totalité du temps, ça sera exécuté au marché. Ça veut dire qu'un stop loss, ça prend de la liquidité. On entend souvent dire que les stop loss, c'est de la liquidité, mais c'est une information qui est incorrecte.
Un stop loss n'amène en général pas de liquidité, il en consomme. En tout cas, un stop loss bien placé. Il existe aussi plusieurs types d'ordres, tous dérivés des ordres limites et au marché. On pourrait citer les ordres trailing stop, les ordres iceberg ou les scaling orders. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'utilisation de ce type d'ordre aujourd'hui car ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète sur le sujet. Dans les parties suivantes, on va aborder quels sont les prochains composants du carnet en commençant par l'explication de la profondeur du marché. Alors la profondeur de marché, c'est quoi? Déjà, quand on va parler de profondeur de marché, on va souvent utiliser l'acronyme anglais DOM qui veut dire Depth of Market. La DOM, ça va être une représentation des liquidités présentes dans le carnet de manière cumulée. Ça veut dire que pour chaque niveau de prix, on va calculer la valeur des ordres à court limité en attente d'exécution et on va faire une somme de ces valeurs. Et de cette manière, on va pouvoir identifier rapidement deux choses. La première, ce sont les niveaux de prix où la quantité de liquidité est importante, comme on peut voir ici sur cette capture. Et la seconde, c'est qu'on va pouvoir aussi identifier si on a un équilibre ou un déséquilibre entre l'offre et la demande amenée par cette liquidité, donc amenée par les ordres limites. Comme c'est une représentation du carnet, la profondeur du marché elle est en constante évolution. Ça veut dire que son état à un instant T, ça ne sera pas forcément le même qu'à un instant T plus 1. Ce qui va déterminer ce changement d'état, ce sont les interactions entre les ordres au marché et les ordres à court limité qui vont déclencher les mouvements de prix. Au plus un actif aura une profondeur de marché importante, au plus il y aura d'ordres limites présents sur une multitude de niveaux de prix. Donc dans ce cas de figure, on aura plus de facilité à exécuter des ordres sans avoir un impact important. Quand je dis exécuter des ordres, c'est exécuter des ordres au marché. Et à l'inverse, au plus un actif aura une faible profondeur de marché, au moins il y aura d'ordres limites et donc de liquidités présentes. Et à taille d'ordre équivalent, l'impact sur le marché sera plus important. Là, sur cette capture d'écran, vous pouvez voir la profondeur du marché de la paire BTC USDT sur Binance. En horizontal, ici, vous avez les prix. Et en ordonnée, vous avez la quantité de liquidité présente en BTC. Maintenant, je pense que vous pouvez comprendre en quoi la profondeur de marché est directement liée à la volatilité d'un actif. Pour la suite, on va découvrir la fenêtre de Time and Sale qu'on appelle le plus souvent le tape. Cette fenêtre, elle va nous montrer tous les ordres marché exécutés en temps réel sur la paire que l'on trade. Là, sur l'exemple, on a la fenêtre de Binance avec 3 colonnes. Comme information, on va avoir le prix auquel l'ordre est exécuté plus le sens du trade, donc achat ou vente au marché, la quantité de liquidité exécutée, ici en BTC, et l'heure d'exécution. Chaque ligne va nous indiquer qu'un ordre marché d'une quantité donnée est venu prendre la liquidité amenée par un ordre ou des ordres limites présents dans le carnet d'ordre. Cette fenêtre, elle nous fournit des informations qui sont véridiques, qui ne peuvent pas mentir comme pourrait le faire le carnet d'ordre. Je m'explique. On a vu précédemment que les ordres limites se placent à des prix prédéterminés en amont et qu'il était possible d'annuler ces ordres. Cela veut dire qu'il est possible que la liquidité présente à un instant T disparaisse à un instant T plus 1, non pas parce qu'elle a été exécutée, mais tout simplement parce qu'elle a été retirée avant exécution. Quand on voit de la liquidité sur un palier de prix, on ne peut pas avoir la certitude qu'elle est positionnée dans le but d'être exécutée. Comme la fenêtre de Time and Sale nous montre les ordres au marché, les informations qu'elle nous montre sont difficilement contestables. Vous devez maintenant comprendre que c'est à partir des informations présentes dans cette fenêtre que l'action du prix se calcule. Toutes vos données d'order flow ainsi que tout ce qui va vous montrer vos indicateurs techniques sera au final issu de ce qui se passe dans cette fenêtre. À chaque fois qu'un prix est coté, cela va se retranscrire sur votre graphique en chandelier. À chaque fois que de la liquidité est exécutée, cela va aussi se retranscrire sur vos datas de volume. On va maintenant expliquer ce qu'est le spread entre le bid et le ask. Et ça sera le dernier élément important de l'explication du carnet d'ordre. Donc ce spread, il représente la différence entre le meilleur prix d'achat limite et le meilleur prix de vente limite. C'est un bon indicateur de liquidité d'un actif. En général, au plus un actif aura un faible spread, au plus il sera liquide et inversement. On va prendre directement un exemple. Sur cette capture d'écran, on peut voir l'état de la profondeur de marché de la paire FSN USDT sur OKEx. À cet instant, on voit que le meilleur prix à l'ask, il est de 0,3655 et le meilleur prix au bid, il est de 0,3622. Admettons que je veuille acheter immédiatement FSN au prix du marché. Le meilleur prix auquel je vais pouvoir l'acheter, ça va être 0,3655. Et si je veux immédiatement le revendre, le meilleur prix disponible, ça sera donc 0,3621. Toutes les valeurs entre ces deux prix, elles ne seront pas disponibles car personne n'y a placé d'ordre limite en avance. Il n'y a tout simplement pas de liquidité sur ces niveaux de prix. On va dire que les traders qui utilisent des ordres au marché payent le spread. Si on prend l'exemple précédent et que je décide d'acheter au marché, donc au meilleur prix dispo à l'ask, le prix coté par le marché, ça sera directement 0,3655. Et si quelqu'un derrière décide immédiatement de vendre au marché, donc au meilleur prix dispo au bid, le prix va passer de 0,3655 à 0,3621 et je vais être momentanément en perte sur ma position. Les causes principales d'un spread important, ça va être le manque de confiance ou tout simplement le manque d'intérêt pour un actif. Ça peut être le manque de market making ou un mauvais market making sur cet actif.
Je rappelle que le rôle principal d'un market maker, c'est de fournir de la liquidité sur les marchés. Donc l'absence de market making, ça peut entraîner une augmentation du spread. Après, le market maker, lui, en général, il va se payer sur le spread. Et donc c'est pas trop en sa faveur que le spread soit non plus trop serré. Il faut qu'il soit quand même assez important pour pouvoir générer du bénéfice. Un spread important, ça peut être aussi dû à des mouvements de prix prévisibles ou imprévisibles. Par exemple, quand on va avoir des nouvelles économiques, les opérateurs de marché, ils vont avoir tendance à prendre moins de risques en évitant de s'exposer au marché. De ce fait, le carnet il peut se vider de ses ordres limites et le spread est susceptible d'être plus important dans ces cas de figure. Et c'est ce qui va expliquer en partie qu'on puisse avoir plus de volatilité lors de ces événements. Quand vous allez agir à court terme avec des ordres marchés, le spread, ça peut être un élément important à prendre en compte parce qu'il risque d'impacter votre profitabilité. Sur les marchés crypto et surtout sur les produits dérivés crypto, on a assez de chance parce qu'on n'a pas de spreads qui sont trop importants sur les actifs les plus liquides en tout cas. Ok, avant de passer à la prochaine partie, je voulais vous montrer une autre technique de représentation du carnet. C'est un outil qui n'est malheureusement pas disponible de façon native sur les plateformes d'échange, mais vous pourrez y avoir accès avec des services tiers comme Trading Light ou Mobchart. On va donc voir le fonctionnement de la visualisation du carnet sous forme de heatmap. C'est quelque chose que vous avez déjà dû voir plusieurs fois. C'est utilisé par exemple à la météo pour montrer la distribution des températures sur une carte. Dans le cadre du carnet, cela va nous montrer comment les ordres limites sont distribués à chaque niveau de prix sur un graphique, que ce soit dans le sens achat ou vente. Vous allez avoir l'échelle des prix sur l'axe vertical et la distribution des ordres sur l'axe horizontal. Les niveaux de couleurs vous montreront la quantité de liquidité présente sur chaque niveau de prix. Par exemple, là sur Mobchart, au plus on tire vers le jaune, au plus il y aura d'ordres limites en attente. En général, vous pourrez changer le code couleur en fonction du service que vous utilisez. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est d'avoir une lecture plus facile de là où il y a de la liquidité, mais aussi de là où il y aura une absence de liquidité dans le carnet. Quand on utilise une heatmap, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a de la liquidité placée à un instant T à un niveau de prix que ces liquidités seront encore placées à un instant T plus 1. Rappelez-vous que les ordres limites peuvent tout à fait être annulés. La liquidité n'a vraiment de sens qu'à partir du moment où le prix vient à son contact. La heatmap, tout comme l'order flow, n'est pas forcément un outil indispensable. Elle peut compléter votre analyse, mais l'action du prix, par exemple, peut se suffire à elle-même pour prendre des décisions. Maintenant, on va parler un peu des liquidations et de leur impact sur la formation des prix. Souvent, on entend parler de liquidation ou d'appel de marge. Déjà, il faut savoir que même si ces deux termes sont liés, ils ne veulent pas exactement dire la même chose. Quand on va utiliser des produits dérivés comme des contrats futurs, on va en général utiliser un effet de levier. Le levier, il va nous permettre d'augmenter notre exposition au marché sans avoir à investir la totalité du montant d'une position. Par exemple, avec un capital de 1000 € et un effet de levier de x10, on pourrait prendre jusqu'à 10 000 € de position. La plateforme va nous prêter en quelque sorte du capital pour que l'on puisse trade avec. La contrepartie, c'est que notre capital, il va être utilisé comme collatéral pour ouvrir et garantir notre position. On appelle ça la marge. Un appel de marge va survenir avant une liquidation. C'est une notification que l'échange va vous envoyer pour vous signifier que la marge disponible pour garantir votre position devient insuffisante. Après un appel de marge, et même avant, on aura la possibilité de rajouter du capital à notre position afin d'éviter la liquidation. Si vous ne répondez pas à un appel de marge et que vos pertes deviennent supérieures à la valeur de marge de maintien de votre position est liquidée. Ça veut dire que votre position est clôturée de force au meilleur prix du marché en fonction de la liquidité disponible dans le carnet d'ordre. Il faut bien comprendre qu'une liquidation, c'est un ordre marché avec ses risques associés. C'est un événement qui consomme de la liquidité dans le carnet. Et donc une liquidation, ce n'est pas de la liquidité. Quand une liquidation survient et qu'il n'y a pas assez de contrepartie en face, on peut se retrouver dans des situations d'effet boule de neige où une liquidation va en entraîner une autre, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un long squeeze ou un short squeeze. Le processus de liquidation, c'est évidemment quelque chose que vous pouvez totalement éviter quand vous êtes conscient de son fonctionnement et quand vous respectez un bon risk management. J'espère maintenant que vous comprenez la différence entre les actions qui fournissent de la liquidité et les actions qui en prennent. Dans cette partie, on va aborder les différents risques liés à l'utilisation des ordres market et des ordres limites. Concernant les ordres marché, on a deux types de risques. Le premier peut venir d'un manque de liquidité insuffisante dans le carnet. On parlera de risque d'exécution à un prix inattendu ou à un prix défavorable. Prenons par exemple une situation où je veux acheter pour 5 BTC au marché. Le meilleur prix à ce moment-là est de 28 000. Mais il y a un seul BTC en attente d'exécution dans le ask, en vente. Je rappelle que quand j'utilise un ordre d'achat au marché, ma contrepartie, c'est un ordre limite de vente. Le palier de prix où se situent les 4 BTC restants que je vais exécuter à ce moment-là sont entre 28 000 et 29 000. Donc mon prix, ce sera une moyenne comprise entre 28 000 et 29 000 en fonction de la liquidité que j'exécute sur chaque niveau de prix. Ça, c'est très important à comprendre. Le second risque, c'est ce qu'on va appeler le slippage. En français, on va parler de effet de glissement. Le slippage, il va se produire en général quand les prix fluctuent rapidement et que la volatilité est importante. Et ça va faire qu'on va avoir une différence entre le prix auquel on souhaite exécuter notre ordre et le prix effectif auquel on sera exécuté. Le slippage, il va être dû à un problème de délai.
On va avoir deux types de slippage, il peut être positif ou négatif. Le slippage, il peut être en notre faveur dans le sens où on peut être exécuté à un prix qui sera plus avantageux que prévu. Concernant les risques associés aux ordres limites, on va avoir principalement trois risques. Le premier, ce sera le risque de non-exécution ou d'exécution partielle. Ça veut dire que quand on place un ordre limite, on n'a aucune garantie que notre ordre y trouvera une contrepartie à un moment donné. Notre ordre, il peut rester indéfiniment dans le carnet d'ordre en fait. Et de plus, on n'a aucune garantie que notre ordre il soit complètement rempli une fois qu'on trouve une contrepartie. C'est tout à fait possible d'avoir une seule partie de notre ordre qui soit exécutée si l'offre ou la demande en face n'est pas suffisante. Le second risque, c'est le risque de liquidité bloquée ou d'opportunité manquée. Le fait de placer un ordre limite, ça va bloquer notre liquidité. Et le fait d'attendre d'être exécuté, ça veut dire qu'on peut rater d'autres opportunités d'action. Alors il y a certaines plateformes d'échange qui permettent de ne pas bloquer la liquidité quand on met un ordre limite, mais en général c'est le cas. Et le dernier risque lié aux ordres limites, ça va être le risque de sélection adverse. Ça, c'est un risque qui est lié à une asymétrie d'informations. On va y être soumis dans des situations où certains intervenants sur le marché auront accès à des informations que nous n'avons pas. Pour illustrer ce risque, on va pouvoir prendre un exemple où on aura placé un ordre d'achat en limite sur une valeur. Admettons, on a une mauvaise nouvelle qui tombe sur cette valeur. On n'a pas pu anticiper cette nouvelle, mais en face, certains ont probablement pu le faire. Comme ils l'ont fait, ils vont pas agir exactement comme nous on l'a fait. Ils auront même agi dans le sens contraire. Et si nous, on avait eu l'information, on aurait pu s'abstenir d'agir. Dans cette situation, le risque, c'est que notre ordre il soit exécuté à un prix défavorable par rapport au contexte. Et ceci à cause de cette asymétrie d'information. Alors, avant de passer à la partie suivante, je veux préciser que le risque zéro n'existe pas sur un marché. Tous les risques ne se valent pas en termes d'importance. Ce n'est pas parce qu'un type d'ordre a moins de risques listés qu'il faut utiliser ce type d'ordre en priorité. Moi, je vous ai juste présenté les risques existants parce qu'il faut en avoir conscience. Le fait d'utiliser tel ou tel type d'ordre, ça va plus être déterminé par votre stratégie. Maintenant, on va parler un peu plus du mécanisme de formation des prix en commençant par l'explication du rôle du moteur de correspondance. Ce moteur, ça va être le système central qui va gérer à la fois la mise en relation des ordres et leur exécution. Sur chaque plateforme, il va être géré à l'aide d'un algorithme. Souvent, on parle de moteur de trading. Cet algo, en fait, il doit être capable de gérer un volume de trade assez conséquent par seconde. Les modèles d'algo les plus couramment utilisés vont être le modèle FIFO pour First In, First Out. Avec ce système, les ordres ils vont être exécutés de manière chronologique. Donc les premiers ordres à être placés sont les premiers à être exécutés. Par exemple, si je place un ordre limite à un certain niveau de prix et qu'il y a déjà des ordres en attente sur ce niveau de prix, alors mon ordre sera placé derrière les ordres déjà présents. Le modèle FIFO, c'est apparemment le modèle le plus couramment utilisé. Ensuite, on va avoir le modèle FIFO avec LMM pour Lead Market Maker. Sur la plupart des marchés, les market makers ils vont avoir un rôle assez important car en tant que fournisseur de liquidité, leur rôle c'est de faire en sorte que le marché soit fluide à utiliser. Ce type d'algo, il va donner une priorité aux ordres provenant de certains market makers. Le prochain système qu'on va retrouver, c'est le prorata. C'est un système qui donne une priorité aux ordres de taille importante par rapport aux petits ordres. On va favoriser ici les participants qui fournissent plus de liquidité au marché. On va avoir potentiellement d'autres algos, voire des combinaisons de plusieurs algos, mais je ne vais pas tous vous les lister. Il faut surtout comprendre que la façon dont les ordres sont appairés va probablement avoir un impact sur la formation des prix. Alors il y a un point important à noter, c'est que je n'ai absolument aucune idée de quel type d'algo est utilisé par quelle plateforme crypto. Je n'ai pas trouvé d'informations transparentes sur ce sujet. Sur les marchés traditionnels, il est possible de trouver facilement quel instrument utilise tel ou tel algo, mais sur les plateformes crypto, je n'ai pas réussi à trouver cette information. Il y a une chance que ce soit du FIFO, mais rien ne le garantit. Avant de passer à la dernière partie, on va faire un récap de la dynamique de la formation des prix. On a vu précédemment que les traders pouvaient utiliser le carnet d'ordre pour se placer de deux manières différentes. Soit en étant passif à l'aide d'ordres limites, soit en étant agressif en utilisant des ordres marché. La formation des prix et tout ce qui en découle sera le résultat de l'interaction entre ces deux types d'ordres. Les ordres limites amènent de la liquidité et les ordres au marché en prennent. Maintenant, il faut comprendre que ce qui va influencer l'évolution ou le manque d'évolution du prix, ce n'est pas tant un déséquilibre ou un équilibre entre acheteurs et vendeurs, mais plutôt un déséquilibre ou un équilibre entre l'offre et la demande amenés par les deux camps. Ce qui va avoir une influence, ce sont plutôt les montants totaux que les intervenants seront prêts à acheter ou à vendre aux différents prix. On aura un marché équilibré quand on évoluera en range et un marché déséquilibré quand on sera en tendance. Un point important à retenir, c'est qu'un marché c'est une foule. On peut dire que c'est un groupe composé d'une multitude d'individus et d'entités qui peuvent agir en plaçant des ordres, en les annulant, en les exécutant, et cela pour une multitude de raisons diverses et variées. Que ce soit pour une simple envie irrationnelle, ou bien en agissant de façon technique. Chaque action sur le marché peut avoir des conséquences, que ce soit l'action d'un individu ou d'un groupe au sein de l'ensemble du marché. Souvent, on entend dire que quand le prix augmente, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et inversement quand il diminue. Ou bien on entend dire des fois que les acheteurs sont au contrôle et inversement. Ce n'est pas forcément exact de dire ça. Pour chaque achat, il y a une vente et donc pour chaque vente, il y a un achat. Il faut bien comprendre que ce sont les niveaux d'agressivité ou de passivité d'un camp et de l'autre qui provoquent les mouvements de prix ou leur absence. Si on prend l'exemple d'un actif qui augmente en valeur,
Cela peut être d'une part parce que les intervenants acceptent d'acheter de plus en plus haut, mais c'est aussi parce que les vendeurs acceptent de vendre à des prix de plus en plus élevés. Dès le moment où les vendeurs refusent de vendre à des prix de plus en plus élevés et ou que les acheteurs ne veulent plus acheter, les prix peuvent se retourner. Ce ne sont pas les nombres absolus d'acheteurs et de vendeurs qui importent, mais plutôt leur comportement en termes d'offres et de demande. Le carnet d'ordre fonctionne comme un système de double enchère continue en permettant à la fois aux deux contreparties de proposer des prix et d'initier des transactions. Si on avait l'absence d'une des deux contreparties, alors les transactions ne seraient pas possibles et il n'y aurait tout simplement pas de cotation et donc pas de marché. Normalement, vous devez maintenant comprendre un peu mieux comment le prix se forme à partir du carnet et comment se déroulent les interactions entre acheteurs et vendeurs. Dans la prochaine partie, on va parler des particularités de la formation des prix sur les marchés des crypto-monnaies par rapport aux autres marchés. Le marché crypto est fortement décentralisé parce qu'il existe une multitude de plateformes susceptibles de lister les mêmes actifs. On peut par exemple échanger Bitcoin contre USDT sur Binance, sur Bybit, sur KuCoin, etc., etc. On aura de fait un carnet d'ordre différent pour la même paire sur plusieurs plateformes différentes. Comme chaque plateforme a son propre carnet pour la même paire, la liquidité présente sur Binance n'est pas la même que sur KuCoin. Les intervenants ne sont pas forcément aussi les mêmes. La personne qui trade sur KuCoin ne trade pas forcément en même temps sur Binance. Les prix d'un actif ne seront donc pas exactement les mêmes entre une plateforme A et une plateforme B. On appelle cela la fragmentation de la liquidité. Sur les marchés traditionnels, les échanges sont beaucoup plus centralisés. Quand on veut par exemple acheter un stock, notre courtier action va en général agir comme passerelle entre nous et les bourses comme le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, et nos ordres seront redirigés vers un carnet d'ordre central. Une action peut être listée sur différentes bourses, mais cela se fait beaucoup moins en comparaison avec le marché crypto. En crypto, il n'y a pas de système central, c'est l'équivalent du courtier qui liste lui-même l'actif. À cause de la décentralisation du marché et de la fragmentation de la liquidité, la formation des prix sur les marchés crypto donne lieu à des inefficiences. Ces inefficiences sont les différences de prix entre plateformes et elles sont exploitables pour effectuer ce qu'on appelle des opérations d'arbitrage. Un arbitrage, ça consistera à acheter un actif sur une plateforme A et à le revendre sur une plateforme B à un prix avantageux et de façon simultanée. C'est de cette façon que les prix s'harmonisent entre les plateformes. Il est aussi possible de faire de l'arbitrage sur une même plateforme. Il existe plusieurs types d'arbitrage. On va voir un exemple d'arbitrage triangulaire. On voit sur ce slide que l'arbitrage se fait au travers de trois paires. On part avec un BTC, on passe via LTC au prix de 0,0038 BTC par LTC, donc ce qui fait 1 divisé par 0,0038, et ça nous donne un total de 263,15 LTC. On passe ensuite en ETH au prix de 1 LTC égale 0,11 ETH, donc 263,15 fois 0,11 égale 28,9465. Et au final, on repasse en BTC au prix de 1 ETH égale 0,036 BTC, ce qui nous donne 28,9465 fois 0,036. On a donc un résultat final de 1,04 BTC, soit un gain de 4% sur cet exemple. Évidemment, ces opérations sont effectuées par des bots d'arbitrage qui agissent de manière plus rapide qu'un être humain. Ici, on a un exemple d'arbitrage beaucoup plus complexe entre différentes plateformes. Alors concernant les plateformes d'échange décentralisées qu'on appelle aussi les DEX, je voulais en parler rapidement sans trop rentrer dans les détails parce qu'on pourrait carrément faire une vidéo d'1 heure sur ce sujet. Mais ce dont je voulais parler, c'était surtout du fonctionnement des plateformes de type AMM pour Automated Market Maker. On peut citer comme exemple Uniswap, SushiSwap ou PancakeSwap. Ce type de plateforme, elle ne fonctionne pas avec un carnet d'ordre. L'apport de liquidité, il va se faire via ce qu'on appelle des pools de liquidité dans laquelle les utilisateurs fournissent des fonds afin d'apporter de la liquidité aux différentes paires d'échanges. En gros, les fournisseurs de liquidité sont les utilisateurs comme vous et moi. Quand on fournit de la liquidité sur une plateforme de type AMM, on agit en tant que market maker passif et on va être rémunéré par les frais de transaction. Le protocole, lui, il va avoir un rôle de market maker actif, mais il le fera de façon automatique. Donc la formation des prix, elle se fera en fonction du rapport entre l'offre et la demande, mais pas à l'aide d'un carnet d'ordre. Chaque swap va modifier les rapports de liquidité au sein des pools, et le rôle du protocole sera d'ajuster les prix de l'actif à l'aide d'un algorithme. C'est le ratio de chaque actif dans la pool qui déterminera en grande partie le prix de l'actif. Il existe aussi des systèmes d'oracle comme Chainlink qui permettent de fournir des données de prix externes aux plateformes de type AMM, permettant de ce fait de réduire les risques de manipulation de marché. Même si les plateformes décentralisées ne fonctionnent pas toujours exactement comme les plateformes centralisées avec carnet d'ordre, il est important de comprendre que tout l'écosystème crypto reste interconnecté et même l'économie entière est connectée, c'est-à-dire que tous les marchés sont interconnectés. Il existe aussi des inefficiences entre plateformes centralisées et décentralisées et l'arbitrage, il est donc possible aussi entre les deux. Le dernier point à aborder concernant les particularités du marché crypto vient de son manque de régulation. Sur le marché crypto, on n'a pas encore de régulation et d'encadrement assez strict comme sur les marchés traditionnels, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de liberté d'action. C'est un marché qui est beaucoup plus libre, mais qui est beaucoup plus soumis en contrepartie aux manipulations de marché. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas sur les marchés traditionnels, il y en a évidemment sur les marchés traditionnels, mais il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes, qui ne sont pas forcément suivies évidemment. Du coup, le marché crypto est vraiment beaucoup plus libre sur ce point-là.
Et je pense que c'est quelque chose qui joue aussi sur la façon dont les prix vont se former. C'est-à-dire que quand on compare avec les marchés traditionnels, on pourrait prendre un exemple concret, mais sur le Nasdaq ou sur le SP, on va avoir des fusibles de volatilité, on va avoir des limites up et limites down qui font que les marchés vont être mis en pause quand on a trop de volatilité. C'est-à-dire que le trading va s'arrêter. Bah, on n'a pas ça sur le marché crypto. Et heureusement qu'on l'a pas. Hein. C'est un marché qui est beaucoup plus libre, dans un sens. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. J'espère que vous comprenez maintenant comment fonctionne un carnet et que vous saisissez aussi quels sont les mécanismes qui régissent la formation des prix. Je vais sûrement me répéter, mais je pense que c'est la première chose à apprendre afin de comprendre tout ce qui va toucher au price action, à l'order flow ou même au calcul de tous vos indicateurs techniques. Si vous avez compris tout ça, normalement vous devriez être en mesure de mieux appréhender tout le reste parce qu'encore une fois, tout est calculé à partir du carnet.